qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour Mamadou. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton travail et de ton engagement autour de l'éducation et de l'enseignement, qui est selon moi essentiel et qui prend aujourd'hui de très nombreuses formes. Alors en plus d'être professeur des écoles remplaçants dans le Val-de-Marne, tu es très engagé pour décloisonner les différents mondes éducatifs, renforcer le lien entre parents et enseignants et surtout repenser notre manière d'être avec les enfants. Et tu le sais ô combien c'est essentiel, pour toi comme pour moi. C'est dans cette optique que tu as créé les comptes Insta et TikTok Balance pour la Balance qui rassemblent aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés. Alors pour les curieux qui ne te connaissent pas encore, ce titre tu l'as choisi, je te cite, pour rééquilibrer la balance entre le monde de l'école et le monde extérieur. Tu es également l'auteur du livre Mamadou, le prof, 50 histoires vécues aux éditions Hachette, où tu déconstruis les mythes autour de l'école et proposes une transmission fondée sur l'inclusion et l'acceptation des différences. Un beau projet. Alors j'aime toujours poser cette question à mes invités, notamment lorsqu'ils sont enseignants. Pourquoi est-ce que tu as décidé de dédier ta carrière à l'enseignement et à la transmission ? Tout d'abord, superbe introduction, merci. Et écoute, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie-là ? Parce que c'est un concours de circonstances en fait. C'est-à-dire que dans mon entourage, à un moment donné, cette opportunité s'est présentée sous le mandat de François Hollande. Et au tout départ, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, mais en y regardant de plus près après mes études, parce que moi j'ai fait des études en sciences sociales, j'ai fait de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie. Et dans ces filières-là, généralement, l'un des débouchés, c'est de rentrer dans l'enseignement, mais dans l'enseignement pour les jeunes adultes et les adultes confirmés. Et c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Non pas que ce soit moins bien, mais c'était pas ma fibre. Et lorsque l'opportunité d'enseigner auprès d'un jeune public s'est présentée, ça a tout de suite semblé beaucoup plus naturel en fait, parce que j'ai trouvé ça quelque part assez noble d'intervenir assez tôt dans leur parcours de citoyenneté. Et je me voyais bien m'inscrire dans cette démarche-là. Voilà pourquoi. Quel souvenir tu gardes de tes premiers moments d'enseignement auprès des enfants ? J'en garde un souvenir mitigé, c'est-à-dire agréable dans le sens où j'ai heureusement vraiment par les familles et le monde de l'école, c'est-à-dire les collègues que je remercie d'ailleurs, qui m'ont très très bien accueilli, qui m'ont très bien accompagné surtout dans ce métier. Et ça c'était le côté positif. Le côté un peu moins positif mais qui fait partie de l'expérience aussi peut-être, c'était tout le stress en réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est quelque part inéluctable parce que lorsqu'on n'a pas l'expérience, on est voué à stresser, c'est absolument normal. Et c'est en rencontrant les mêmes situations encore et encore qu'on engrange un peu d'expérience qui fait que plus tard, on est un peu moins mal à l'aise ou un peu plus à l'aise. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, souvenir mitigé, mais avec le recul, bon souvenir nécessaire. On va dire ça comme ça. T'as encore des moments de stress quand tu te retrouves face aux enfants ? Oh oui. Tout le temps en réalité, que ce soit en début d'année lorsque c'est une rentrée et puis dans le cadre de mes remplacements aussi parce que finalement c'est souvent des mini-rentrées que je vis parce que c'est des premières fois avec les élèves que je rencontre pour une première fois. Donc oui, il y a toujours des petits moments de stress. Alors je les appréhende peut-être un peu mieux maintenant parce qu'encore une fois j'ai un peu plus d'expérience mais le stress est toujours là, oui. On va en parler justement parce que ton métier a cette particularité qui est que tu es enseignant mais remplaçant. Tu écris, c'est un poste particulier que certains détestent alors que moi, je l'aime vraiment. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'opter pour ce rôle d'enseignant titulaire et remplaçant ?
C'est une très bonne question et c'est super intéressant la manière dont tu l'as posée parce que tu as employé un mot qui m'a fait tilter. Tu as dit titulaire mais remplaçant. Et tu vois, pour le... Et tu vois, je l'avais pas écrit comme ça. Mais c'est comme ça que je crois beaucoup de monde le perçoit. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoie. Alors que c'est pas des choses qui sont antinomiques en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu as eu le concours, dans mon cas en tout cas, lorsque ce n'est pas la voie contractuelle, mais tu es passé par le concours, tu as une année de stagiairisation. Comme dans tous les milieux de la fonction publique. À l'hôpital, ça se passe comme ça aussi. Et après cette année où tu es stagiaire, si jamais c'est bien passé, eh bien tu es titularisé. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Lorsque tu es titularisé, tu as différentes options qui s'offrent à toi, dont celle de devenir notamment remplaçant. Et c'est cette voie-là que j'ai choisie, non pas directement après avoir été titularisé, mais quelques années après. C'est-à-dire que pendant quelques années, les premières années, j'étais en classe de manière classique, si on peut dire ça. Et puis ensuite, j'ai choisi ce poste-là parce que c'est celui qui me permettait finalement d'aller à la rencontre de plus de public que ce que je n'avais vu jusqu'à présent. Parce qu'encore une fois, dans mon parcours personnel, au niveau des études et de mon entrée dans le métier, tout s'est vraiment très très bien passé. C'est paradoxal de dire ça parce que tout le monde recherche ça. Mais quelque part, j'avais besoin de voir autre chose. Voilà, de voir des publics qui étaient moins acculturés, des familles qui étaient peut-être moins à l'aise avec les codes, ou une mixité différente, on va dire ça comme ça. Et c'est le poste de remplaçant qui m'offrait tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre ce poste-là. Et t'as jamais cette frustration de manquer du temps long pour voir les enfants évoluer à travers le temps ? Si, ça arrive. Lorsque c'est des remplacements qui sont très très courts et que pour X ou Y raison on s'est attaché, parce qu'il y a aussi ce côté humain, bien sûr que si, ça m'arrive. Et je suis très heureux lorsque j'ai l'occasion de revenir sur les classes en question pour voir un peu comment les élèves ont évolué, si ce qu'on a pu faire ensemble les a impactés ou pas, s'ils gardent un souvenir aussi, et de voir de manière générale oui, comment ils ont grandi. Oui, ça me manque parfois, c'est sûr. Les remplacements, ils peuvent durer au plus court et au plus long ? Au plus court, ils peuvent durer une demi-journée. Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'est parce que le poste que j'occupe est assez particulier là maintenant. C'est pas pour tous les postes de remplaçants. Et au plus long, ils peuvent durer toute une année scolaire. Ouais, ça m'est déjà arrivé, 2-3 semaines après la rentrée, d'arriver sur un poste et d'occuper le poste pour le restant de l'année. Et toi, en moyenne, ça dure combien de temps ? Là, depuis le début de l'année, je m'arrête de dire de bêtises, c'est maintenant, là, depuis quelques semaines, au moment où je te parle, je suis dans une école à la tête, entre guillemets, d'une classe. Ça fait quelques semaines. Mais en début d'année, pendant la première et la deuxième période, ça se tenait encore avec les spécificités du poste que j'occupe. C'est-à-dire que c'était vraiment des remplacements d'1 ou 2 journées. Ok. Ouais. Quelles sont généralement les raisons pour lesquelles un établissement fait appel à un remplaçant ? Elles sont diverses. C'est pas tellement l'établissement qui fait appel, c'est plutôt l'institution qui diligente des personnels remplaçants. Et les raisons sont diverses. Soit parce qu'un enseignant est malade, soit parce qu'il a un congé de parentalité, soit parce qu'il y a une pénurie d'enseignants qui fait que il n'y a pas d'enseignants tout court, soit parce que l'enseignant, il faut le dire aussi, est en burn-out par exemple, et a quitté le poste, soit parce qu'il a démissionné. Voilà, donc il y a diverses raisons qui font que de toute façon, au bout du bout, ça se termine de la même manière pour les élèves et les familles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignants dans une classe. Et c'est la raison pour laquelle on est appelés, nous les remplaçants. Comment t'es perçu par les parents quand t'arrives dans une nouvelle classe ? C'est assez paradoxal. Généralement, assez bien. Alors qu'on pourrait se dire que je ne fais que mon métier. Mais la situation est quelque part... J'allais dire tellement catastrophique. Préoccupante. Préoccupante, on peut dire ça, si on veut rester diplomate. Elle est tellement préoccupante que finalement, lorsque j'arrive, je reçois un très bon accueil. Avant même d'avoir essayé de faire mon travail. C'est fou, ça. Donc les parents sont généralement contents et les collègues aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque il n'y a pas d'enseignants, eh bien, les élèves ne sont pas interdits d'école pour autant. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver à l'école et ils seront simplement répartis dans les autres classes, venant gonfler les effectifs des autres classes, mais qui ne sont pas parfois, souvent, leur classe de niveau. C'est-à-dire qu'un élève de CP, il peut se retrouver dans une classe de CM2. Alors, il va apprendre des choses, hein, c'est différent. Mais ça peut être très difficile et il peut aussi s'ennuyer parce que c'est pas vraiment sa catégorie d'âge et que c'est pas les savoirs qu'il est censé apprendre. Et je pense que c'est important que tu témoignes à ce sujet sur la situation actuelle de la pénurie des enseignants et pour laquelle toi tu es en première ligne. Moi j'ai cette anecdote qui vient de me remonter là dans les esprits. Ma mère me disait qu'elle avait rencontré une mère de famille qui avait sa fille en école primaire dans les Yvelines qui depuis le début de l'année avait vu passer 22 enseignants dans sa classe.
Malheureusement, c'est possible. Ça arrive. Et j'ai déjà peut-être été l'un de ces 22 quelque part. Parce que j'arrivais, j'étais peut-être le 6e ou le 7e. Et pour des raisons diverses et variées, c'est pas moi qui suis resté. Et puis d'autres sont venus après moi. Et puis ensuite, je suis revenu et j'ai appris qu'en fait, d'autres étaient passés. Et je ne peux pas dire, je ne sais pas pourquoi ils ou elles ne sont pas restés. Mais en tout cas, cette situation, oui, fait écho à une réalité. Quelle est la réalité? C'est qu'en fait, il manque trop d'enseignants? Ah oui, c'est pas plus compliqué que ça. Il manque tellement d'enseignants que parfois, je pense qu'on est, l'institution en tout cas, est amenée à essayer de faire comme elle peut, avec les moyens du bord. Alors là, je parle pas de la volonté de nos dirigeants, mais je parle des petites mains qui essayent de gérer ces remplacements au jour le jour. Et à se dire, ben voilà, dans tel endroit, c'est tellement catastrophique que malheureusement, on va dépêcher un remplaçant qui était déjà sur un autre remplacement. Et à cet égard-là, le métier, parfois, s'apparente à celui de pompier. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éteindre différents feux un peu partout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas d'ailleurs. Parce que après, une fois que l'ordre est donné, c'est pas nous qui décidons. On est censé juste appliquer. Comment tu perçois le regard des enfants vis-à-vis de ça? Parfois, ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur espèce d'innocence. Ils sont à l'école et la situation est telle qu'elle est. C'est-à-dire que si jamais ils ont l'occasion d'avoir un enseignant devant eux, une enseignante, eh bien, la situation est telle qu'elle. Ils s'y font. Et si jamais la situation est différente parce qu'ils n'ont pas d'enseignant ou n'ont pas d'enseignante, la situation aussi est telle qu'elle est. Donc, ils s'y font malheureusement. Ils ne sont pas décisionnaires et quelque part, ils sont tributaires de choses qu'ils ne contrôlent pas et parfois victimes de ces situations sans s'en rendre compte. Ouais. Ils sont dans une espèce de résilience, est-ce que c'est le mot pour des enfants? Je ne sais pas. On pourrait dire ça. En tout cas, ils essayent de se faire à la situation. Et c'est pas forcément évident. Parfois, on arrive j'arrive en tout cas dans des classes où on peut avoir l'impression que les élèves sont juste désorganisés et qu'ils n'ont plus de cadre du tout, alors que c'est le cadre qui est quelque part inexistant. Et c'est aussi ce qui explique en partie que ces élèves soient désorganisés. Mais eux ne s'en rendent pas compte. Ils sont juste... c'est des enfants qui vont à l'école. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont victimes de cette... C'est ça. Toi qui passes par de nombreux établissements, est-ce que tu vois tout ça, cette difficulté au niveau de la santé mentale des enseignants, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui s'empire avec le temps? Alors moi, ça fait 8 ans que je suis enseignant. 8 ans, c'est un temps qui est long, mais c'est un temps qui est moins long que quelqu'un qui aurait 20 ou 30 ans de carrière. Maintenant, sur les 8 ans en question, oui, je crois observer une espèce de dégradation de la santé mentale des enseignants. C'est-à-dire que les langues, lorsqu'elles se délient, et encore faut-il qu'elles le fassent, me relatent des expériences un peu partout sur le territoire du Val-de-Marne, là où moi j'officie en tout cas, qui sont pas identiques mais similaires. Il y a une fatigue, il y a parfois une lassitude, voilà, qui est due à cette situation-là, oui. Pas que, évidemment, mais oui. Il y a cette... parfois même, moi, je pourrais parler de détresse morale même, parce que les enseignants sont là, et la tâche en elle-même fait toujours sens, pour elles et eux, en tout cas pour celles et ceux qui se confient à moi, mais ils ont l'impression de ramer un peu dans le vide, d'aller à contre-courant, ou de se battre contre des forces qui sont finalement plus importantes, plus fortes que celles que eux ils ont. Ouais. Dans ton livre, j'ai découvert des situations dans lesquelles tu te retrouvais, comme par exemple cette fois où tu as dû intervenir en classe Ulysse. Alors pour rappel, les classes Ulysse, c'est des classes qui accueillent des élèves en situation de handicap et qui t'ont demandé du coup une grande capacité d'adaptation. À quoi ça ressemble le quotidien d'un enseignant remplaçant? Est-ce que c'est beaucoup ça? Alors, dans mon cas, cette situation est exceptionnelle. Maintenant, pour être tout à fait franc et transparent, je crois que au jour le jour, tous les enseignants font preuve d'adaptation. C'est-à-dire que même lorsqu'on est à la tête, entre guillemets, d'une même classe tout au long de l'année, chaque jour on s'adapte parce que les élèves sont des enfants et qu'ils ont aussi leurs humeurs et qu'on est dans l'humain et que nous aussi on est un humain parmi tant d'autres dans ce cadre-là. Donc il y a toujours de l'adaptation. Maintenant, pour la classe Ulysse en question, c'était vraiment particulier parce que j'ai dû changer toute mon approche en fait, et c'est ça que je relate dans les livres. J'ai pas envie de spoiler non plus pour celles et ceux qui auront envie de le découvrir. En tout cas, oui, le métier ressemble beaucoup à ça, qu'on soit finalement en classe Ulysse ou non. Ouais.
Ce qu'on retrouve beaucoup dans ton livre, qui partage de nombreuses anecdotes de ton quotidien d'enseignant, c'est cette importance du lien avec les enfants, du lien avec le monde extérieur, du lien avec les enseignants. Et ce lien, on peut se poser la question pour ton poste, à quel point il se renforce dans le temps avec des élèves lorsqu'on est enseignant, remplaçant, notamment pour leur transmettre le plaisir d'apprendre, etc. Comment est-ce que toi, tu parviens à instaurer cette relation lorsque tes interventions sont ponctuelles ? La manière dont je vois le temps est différente. C'est-à-dire que lorsqu'on est remplaçant, c'est pas comme lorsqu'on a une classe à l'année. Lorsqu'on a une classe à l'année, on sait qu'on a 36 semaines pour travailler avec nos élèves. Lorsqu'on est remplaçant, on sait juste qu'on a parfois une journée, parfois 2 semaines. Et ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, c'est que le temps qu'on a ensemble, c'est comme si c'était une mini-année scolaire. C'est-à-dire que si on est ensemble pour 2 semaines, le lundi de la première semaine, c'est notre rentrée scolaire. Et le vendredi de la dernière semaine, c'est notre fin d'année à nous. Donc on va essayer de faire en sorte que ces quelques jours qu'on va passer ensemble soient les plus productifs possibles, les plus intéressants possibles, et qu'on essaye de ne pas perdre notre temps finalement. Parce que ça, c'est aussi une question que j'aime bien leur poser parfois, question un peu piège, en leur demandant mais qu'est-ce que vous pensez être la plus grande richesse qui existe ? Et évidemment, ils me disent, ils me parlent d'argent, ils me parlent de bijoux, ils me parlent de leur famille, ils me parlent de plein de choses, mais rarement ils me parlent du temps. Alors que pour moi, c'est le temps le plus important. Parce qu'avec le temps, on peut généralement avoir toutes ces choses-là. On peut devenir riche, on peut récolter tout plein de choses, mais encore faut-il avoir le temps et en prendre soin. Donc je leur dis, on va essayer de prendre soin de notre temps ensemble. Voilà. Lorsque ce cadre-là est instauré, c'est une première base ensuite pour essayer d'avancer ensemble. Et on voit que le fait de leur apprendre des notions, des compétences de vivre ensemble est vraiment une priorité pour toi dans ta transmission. Certains auteurs aujourd'hui, alors au-delà du monde de l'école, questionnent notre capacité à vivre ensemble. On le voit avec les récentes actualités, autour des nombreuses oppositions, des clivages et cette nuance qui nous manque tant. Ces auteurs mettent en lumière une société de plus en plus individualiste et divisée. Qu'observes-tu, toi, dans les classes à ce sujet ? Alors, je crois que c'est important de dire que moi, je suis en tout cas professeur des écoles. C'est-à-dire que professeur des écoles, c'est-à-dire que j'officie en école maternelle et en élémentaire, de la petite section jusqu'au CM2. Et du coup, que je ne peux pas m'exprimer pour les collègues qui auraient des élèves qui soient plus grands, au collège ou au lycée. Donc mon point de vue, il est très 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 précis, très situé. En tout cas, pour ce que j'observe sur le terrain, je trouve que les enfants, les élèves sont des modèles sur cette notion du vivre ensemble. C'est-à-dire que eux, vraiment, au jour le jour, alors est-ce qu'ils le font exprès ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils y arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça ne veut pas dire, en tout cas, qu'il n'y a pas de challenge, non ? Mais ils essayent vraiment de trouver des solutions. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire sur le terrain, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire, et c'est une des expériences que je relate dans le livre, c'est d'accompagner ce vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, il faut déjà définir ce que c'est avant de se mettre d'accord ou pas sur ce qu'on peut en faire et dire oui, c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Le vivre ensemble, c'est pas juste de mettre des individus les uns à côté des autres. Ça fonctionne pas, c'est de l'addition, de la juxtaposition, ça fonctionne pas. Le vivre ensemble, c'est quelque chose pour essayer d'amener les individualités à entrer dans cette notion qui est dans notre devise d'ailleurs du pays, la fraternité. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'être ensemble et de viser un idéal qui est commun. C'est d'ailleurs le sens des programmes lorsqu'on parle du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. On essaye d'amener tout ce beau monde à quelque chose qui nous cimenterait les uns aux autres. Voilà. Moi, dans les classes, il y a une expérience que, encore une fois, je relate dans le livre, que j'aime bien mettre en place, c'est demander aux élèves de ramener un objet qui fait référence à leurs différentes cultures d'origine. Parce qu'on a la chance, pour moi c'est une chance, d'avoir des élèves qui ont différentes origines et qui le savent. Ils ne le revendiquent pas, par contre on le sait. À les écouter, tout le monde le sait. Donc lorsque ça se passe en classe, c'est pour moi en tout cas des vrais moments de fraternité. Pourquoi ? Parce que si on demande à un élève de ramener un objet, disons par exemple un petit breton, et puis un petit sénégalais ou un petit algérien, que sais-je, eh bien ces 3 enfants vont jouer le jeu. Ils ramènent leur objet, et puis au préalable, ils le laissent à voir aux autres. Voilà, on met tout ça dans un sac et chacun choisit un objet, donc on se retrouve avec un objet qui n'est pas le nôtre. Lorsqu'on a cet objet, on essaye d'en raconter un petit peu l'histoire. Donc au début, évidemment, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai un objet qui n'est pas le mien et je vais essayer de me l'approprier. Bon, il y a de fortes chances que, en tout cas, je vais broder une histoire, mais qui n'est pas la réalité. Voilà, ça c'est le côté un peu ludique, un peu amusant. Mais ensuite, l'élève qui est propriétaire de l'objet va le récupérer. Et au moment où il va pouvoir raconter un petit peu l'historique de cet objet, prenons encore une fois ces 3 enfants, c'est comme si les ancêtres de ces personnes
en tout cas cette partie qui est souvent ignorée de leur identité, entrer dans la classe avec nous pendant 5 minutes. L'enfant sénégalais qui va ramener un objet qui fait référence, je sais pas moi, à la culture griotte, voilà, au Sénégal. Ce sont des personnes qui sont un peu des historiens, qui racontent les lignages, voilà. Et l'enfant breton qui va, je sais pas moi, on va parler des crêpes par exemple, qui va nous raconter cet héritage de gastronomie. Et puis à côté, on va avoir l'enfant algérien qui va nous ramener un autre objet de sa culture perso. Au moment où ils vont commencer à raconter, à donner le récit de ces objets, eh bien, tous les autres vont avoir accès à cette partie de leur identité. Et pourtant, ces enfants vont raconter cette partie de leur histoire en français, dans une classe de la République. C'est une expérience qui est très très courte, mais qui laisse avoir un autre aspect de l'identité de ces enfants. Et ces enfants, généralement, sont contents de partager avec les autres. Parce que bon nombre de nos concitoyens qui ont une double ou une triple culture, et même pour ceux qu'on pourrait considérer comme franco-français, mais qui parfois viennent du Béarn alors qu'on est en Île-de-France, c'est pas la même chose en fait. Sont heureux de pouvoir partager ça avec les autres et mettre en œuvre cette fraternité. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec cette expérience-là, je leur donne juste l'occasion de le faire devant la classe entière dans un cadre défini. Mais en réalité, ils le font déjà dans les cours de récréation, ils le font déjà dans les couloirs, ils le font tout le temps. Et je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à leur pratique pour parfois piquer un peu leur manière de faire, leur ethos, et s'en inspirer, parce que et on voit bien que dans le monde des adultes, ça fonctionne pas comme ça. Et peut-être que si on regardait les enfants, on n'en serait pas à se dire le vivre ensemble, c'est impossible. Ouais. Quelque part, le vivre ensemble, on n'a pas le choix. Tu as tout à fait raison. Et on le voit d'ailleurs en filigrane tout au long de ton livre, à quel point c'est important pour toi, cette notion de différence. Pourquoi elle est essentielle dans ton travail de transmission ? Parce qu'elle fait écho à la réalité, je crois. On est toutes et tous différents. On peut le nier si on veut. On peut essayer de regarder l'école comme si c'était vraiment ce lieu de l'universalisme républicain, dit-on. Moi, chaque fois qu'on me dit ça, je trouve ça un peu curieux, parce que la langue française est bien faite. Hein. Et un adjectif, c'est un adjectif. Un adjectif, c'est quelque chose qui sert à apporter une information sur un mot. Mais c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, qu'on peut retirer. Si on parle d'universalisme républicain, républicain, c'est l'adjectif. On pourrait le retirer. Mais si on met républicain, ça veut dire qu'il y a d'autres universalismes. Comment l'universalisme peut ne pas être universel, à tel point qu'on est obligé d'ajouter un adjectif. Je trouve ça curieux. Mais ça dénote une vision particulière de cet universalisme qu'on est censé mettre en œuvre dans les écoles. Quelle est-elle ? C'est-à-dire considérer que chacun, chacune, finalement, on ignore les différences à l'école. Voilà, pour faire bref. Sauf que le monde dans lequel on vit n'ignore pas les différences. À l'extérieur, on n'ignore pas les différences. Si jamais à l'école on fait comme si on ignorait les différences, on peut avoir l'impression qu'on est en train de solutionner le problème. Mais ces élèves qui rentrent à l'école, parce que l'école c'est juste un bâtiment en réalité, ces élèves qui rentrent à l'école, ils rentrent avec cet historique, cet éclairage de la société dans laquelle ils évoluent au jour le jour. Et lorsqu'ils vont quitter les bâtiments, lorsqu'ils vont quitter la classe, lorsqu'ils vont quitter l'institution, ils vont retourner dans cette école-là, dans cette réalité-là en fait. Donc est-ce qu'on les aide vraiment à faire comme si vraiment ils n'étaient pas différents ? Alors je sais que c'est sollicitant, et ça ne veut pas dire qu'on peut tout prendre en compte. Mais on peut déjà partir du constat que les différences existent, tout simplement. Et ces différences, tu les prends même en compte au-delà du cadre de l'école, puisque tu travailles également avec les parents. Tu essayes en tout cas de militer pour cette notion de coéducation qu'on a tendance à oublier comme une nécessité pour mieux accompagner le développement des enfants. Comment est-ce que tu l'as définie, toi, cette coéducation, et pourquoi elle est essentielle pour toi ? Si je devais la définir, je dirais que c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, toi et moi, on est assis ici et on est autour d'une table, tu vois. Et si jamais c'était ton ou tes enfants qui étaient là, eh bien, ce serait encore plus intéressant. La communauté éducative est large. C'est non seulement les parents, les membres de l'institution, l'école, mais aussi parfois les membres de la municipalité et les élèves qui sont encore plus concernés, en fait, parce qu'on parle de leur éducation à eux. Donc, à chaque fois qu'on réussit à mettre tous ces acteurs autour d'une même table et à discuter des enjeux qui nous concernent toutes et tous, alors à différents degrés et pas selon le même éclairage, eh bien, je crois qu'on arrive à toucher à la coéducation. Mais à chaque fois qu'on va être dans un espèce d'entre-soi, à ignorer l'un ou l'autre pour X ou Y raison, parfois c'est des raisons de nécessité aussi, eh bien, je pense qu'on tape un peu à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc si jamais on a l'occasion de prendre un peu de recul sur sa propre pratique et de se dire qu'on va essayer encore une fois de s'asseoir tous ensemble autour d'une même table, même lorsque c'est un peu délicat, eh bien, je crois qu'on avance d'un bon pas vers
cette coéducation qui est, je crois, nécessaire. Comment concrètement est-ce que les parents ils peuvent s'impliquer plus durablement dans l'éducation scolaire de leurs enfants? Waouh, grosse question, parce que tu me demandes presque de rentrer dans les familles. Je ne sais pas si j'ai si j'ai la légitimité pour faire ça. Non, je dirais que par le dialogue, une posture, c'est déjà quelque chose. Le monde dans lequel on vit est tellement polarisé, j'ai envie de dire. Et certains s'amusent de ce jeu en essayant de polariser davantage des institutions, et là je parle de la famille et de l'école, qui pourtant ont en otage quelque part la même personne, qui est l'enfant ou l'élève. C'est juste le regard qu'on va poser sur cette personne qui va être différent. À l'école, c'est un élève, dans les familles, c'est un enfant. D'accord, mais c'est le même être en réalité, dans toute sa complexité. Donc j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on peut mettre un peu de diplomatie, et c'est pas forcément évident, et ça ne veut pas dire qu'on doit être diplomate tout le temps. Il y a des questions pour lesquelles non, ça ne demande pas. Parfois, il y a des parents qui viennent me voir et je sais que c'est pas nécessairement moi qui sont en train de viser, mais plutôt l'institution que je représente, et je le comprends tout à fait. Ils viennent me voir et ils sont dans une espèce de véhémence. Ouais. C'est délicat parce que je me sens engagé et je me dis mais c'est pas moi. Et pourtant, je représente cette institution. Si je veux que ça aille un peu mieux, et je demande pas aux collègues là en disant ça, ah bah oui, il faut tout laisser passer. Non, pas du tout. C'est une posture que parfois on peut se permettre d'avoir en se disant c'est pas moi qui suis visé. Et de l'autre côté, les parents, c'est pareil. C'est-à-dire essayer d'avoir un tout petit peu de diplomatie lorsque c'est possible. De ne pas faire comme si, justement, on ne vivait pas dans cette société qui mettait les étiquettes sur les gens et qui était déjà polarisée. Très naïvement, si on est juste ce qu'on est et qu'on se présente en étant enseignant ou parent, tout de suite, il y a une espèce de défiance. Parce que c'est le climat qui est comme ça, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Par rapport à mon point de vue situé, moi, c'est ce que j'observe. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion d'être, j'allais dire, un peu plus conciliant, ou, oui, d'être un peu plus diplomate, eh bien, quelque part, on fait un pas vers l'autre, en fait. Et l'autre, il a envie de nous écouter. C'est beaucoup plus facile d'écouter une personne lorsque, malheureusement ou heureusement, la forme est un peu plus présente que lorsque on ne s'occupe que du fond. Voilà. Parce qu'on entend souvent dire que l'école est très fermée pour les parents. Est-ce que c'est le cas? C'est en tout cas ce que moi je crois observer, et c'est les échos que j'en ai. Est-ce que les personnes qui font partie de l'école font exprès? Je n'en sais rien, ce serait à chacun de répondre à ça, mais c'est en tout cas les retours que j'en ai des parents qui m'en parlent. Alors dans ton livre, tu racontes des situations qui révèlent la persistance de cette non-acceptation des différences et notamment du racisme, y compris chez les enfants, parfois à travers des propos répétés de manière inconsciente. J'ai surligné cette phrase d'une jeune enfant qui avait répondu à l'une de tes questions « Parce que mon papa est raciste, il n'aime pas les personnes marrons ». Quelle est la réalité du racisme à l'école en France et comment est-ce que tu l'abordes, ce sujet, avec les enfants ? Alors pour la réalité du racisme en France, elle est à l'école en tout cas. Elle fait écho à ce qu'il y a dans la société, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on peut parler du racisme, là, l'exemple que tu nous donnes est celui qui est lié à la couleur de peau. Mais moi j'aime bien parler de racisme au pluriel parce que c'est les mêmes phénomènes. Alors bien je sais que lorsqu'on parle de racisme, on parle essentiellement de couleur de peau, mais on peut parler d'antisémitisme, on peut parler d'homophobie, on peut parler d'islamophobie, on peut parler de toutes ces choses-là, on peut parler de sexisme. Et toutes ces choses-là imprègnent les pratiques des enfants, tout simplement parce qu'elles sont présentes en dehors de l'école. Encore une fois, l'école, c'est juste un lieu, c'est des bâtiments. Mais il ne devient vivant que par les personnes qui investissent ces endroits-là. Et ces personnes qui investissent ces endroits-là, c'est non seulement les enseignants et les adultes, mais aussi les enfants. Et ces enfants-là et les adultes sortent bien d'une société pour arriver dans l'école. Donc ils y arrivent et ils sont eux-mêmes. Voilà. Donc oui, évidemment, ça arrive à l'école. Évidemment que le racisme arrive à l'école. Lorsqu'il arrive à l'école, là, dans cette situation-là, mais pas que, ce que j'essaye de faire, c'est de rester à ma place, quelque part, en me disant, à l'instant où je parle et à l'endroit où je me trouve, je suis supposé être un enseignant de la République. Peut-être qu'il y a quelque chose à tirer de cette situation, parce que je sais qu'elle est réelle et que c'est un enfant qui est en face de moi, qui est censé être un élève. Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose de bénéfique à en retirer. Parce que lorsqu'il me dit ça, quelque part, c'est comme si c'était une proposition qu'il me faisait. Voilà. Tu m'as relaté quelque chose. Moi, j'étais pas là lorsque ton parent l'a dit. Il ne me l'a pas dit directement. Mais je trouve ça très intéressant. Et en plus, tu l'as dit devant tout le monde. Hop, bah venez, on va en parler. Bah oui, on va en parler, d'autant plus que ça ne sort pas de nulle part.
C'est des choses qui existent vraiment dans nos sociétés. Donc on va s'en emparer. Et d'où l'importance de choses comme le débat, qu'on pourrait estimer être le débat philosophique, par exemple. En réalité, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on s'empare de ce que la société nous propose, que ce soit le racisme, que ce soit les guerres, peu importe ce que c'est. Et dans les classes, parce que ça arrive par les propos des enfants, eh bien, on y réfléchit concrètement. Et aussi extraordinaire que ça puisse paraître, les enfants ont des choses à dire, en fait, ces choses-là. Parce que ça les concerne aussi. Hein. En temps de conflit, les enfants sont touchés par la guerre. Et c'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils ne sont pas touchés par le racisme, qu'ils ne sont pas touchés par l'antisémitisme, qu'ils ne sont pas touchés par le sexisme, qu'ils ne sont pas touchés par toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant, à leur niveau, de les inclure dans les conversations. Et c'est, je crois, ce qu'il faut faire. Encore une fois, ça n'est pas forcément facile. Ouais. Et ça peut être très sollicitant, même personnellement. C'est Voilà, ce que parce j'allais qu'on a te chacun demander, aussi nos sensibilités. C'est comment tu le vis, toi, émotionnellement, tout ça? C'est pas tout le temps évident, hein, mais je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. La mission de l'école, en tout cas celle dans laquelle je m'inscris moi, c'est d'essayer d'aider au parcours citoyen des enfants dans la construction de leur identité qui soit critique. Et c'est pas parce que les élèves sont dans cette posture critique qui parfois peut me mettre en difficulté parce qu'ils ne partageraient pas mes opinions que ça veut dire que le travail devient moins nécessaire ou moins noble. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ce que tu dis n'est parfois pas légitime. Non, Ouais. on va s'écouter, mais on va essayer quand même d'avancer. Donc oui, c'est pas forcément évident, mais je crois que c'est nécessaire. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est de construire la société de demain, hein, en réalité. Parce que ces enfants qui sont là aujourd'hui, demain, ils seront à nos places. Et ce qu'on vise, c'est qu'ils fassent peut-être mieux ou qu'ils nous fassent avancer mieux que ce que nous on fait pour l'instant. Est-ce que dans ces cas-là, tu impliques les parents ou pas du tout? Ça peut arriver. Ça peut arriver sur des temps qui sont peut-être moins formels, j'allais dire. C'est-à-dire que si on fait une espèce d'appel à candidature en disant, voilà, tel jour, on va parler de tel sujet, est-ce que ça vous intéresse d'être là? Ça peut être chouette. Alors, ce ne sera pas des sujets aussi sollicitants que celui-là, parce que ça, généralement, ça arrive de manière impromptue. C'est-à-dire qu'il y a une remarque d'un enfant qui va donner lieu à une conversation et on se dit, hop, moi, en tout cas, personnellement, je me dis, je vais la saisir maintenant. Allez, hop, on part dessus. Et ça ne nécessite pas forcément que j'appelle les parents pour dire on va en reparler. Okay. Non, parce qu'encore une fois, après, ça peut être super sollicitant. Mais pour d'autres choses, oui, on peut faire, je crois, entrer les parents dans l'école. Et c'est généralement des temps qui sont appréciés et par les parents et par les élèves. Ouais. Et est-ce que tu as vu vraiment des choses se passer justement quand tu avais ce genre de discussion avec les enfants ou des mentalités évoluer? Puisque, comme je le disais, hein, souvent c'est des choses qui sont répétées de manière un peu inconsciente. Qu'est-ce que tu en tires, toi, de ces discussions-là avec les enfants? Alors parfois, oui. Les enfants, tu sens que leur pensée a changé. Et ça peut être en bien et ça peut être en mal. Hein. Et ça peut être aussi une facette. Parce que parfois, on est pris dans le collectif en disant « Ah, mais je vois qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, donc moi aussi, je vais dire comme eux. Est-ce que tu le penses vraiment? Seul le temps nous le dira. » Et parfois, dans les comportements, on peut voir aussi que ça change. Notamment à ce qui touche, par exemple, au sexisme plus qu'au racisme. Parce que le racisme, un propos qui est dit et pour lequel on va estimer que c'est raciste, lorsqu'on le dit à l'enfant dans notre position d'adulte, l'enfant, il comprend juste qu'il y a quelque chose qui est interdit. Ouais. Donc, il ne va pas le répéter. Est-ce qu'il a compris pour autant? J'en suis pas certain. Par contre, dans les attitudes par rapport au sexisme, ça peut être très intéressant de voir. Il n'y a pas très longtemps, cette année, il me semble, dans une école en Alsace, il me semble, à Strasbourg, il y a eu une expérience qui a été faite dans laquelle on posait des espèces de traceurs, des sacs à dos avec des espèces de GPS dans le dos des enfants dans la cour de récréation. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que les garçons occupent apparemment, je vais pas dire de bêtises, 80% de l'espace. Ouais. C'est fou. C'est de manière inconsciente. Et c'est pas parce que les filles ne veulent pas occuper les 30% qui ferait qu'elles seraient à 50%. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on est quelque part habitué à avoir ce schéma où les garçons occupent physiquement l'espace et les filles s'y font. Donc si je suis une petite fille dans la cour de récréation, c'est pas qu'en fait j'ai pas envie de jouer au foot avec les garçons, parce que le foot ça prend plein d'espace et on sait que dans les cours de récréation c'est le sport roi de toute façon en France et dans le monde. Mais c'est juste que je suis tellement habitué que ce soit les garçons qui le fassent que personne ne leur dise rien finalement, que oui, alors je vais jouer à la corde et je vais jouer à la marelle dans un coin. Et ça veut pas dire que les garçons ne peuvent pas jouer à la marelle avec moi, ça veut pas dire que je peux pas faire de foot avec les garçons, c'est juste que généralement c'est tellement comme ça qu'on n'y fait rien. C'est fou ça. Lorsqu'on explique ça aux enfants, au moins la récréation d'après, on les voit faire un peu plus attention. C'est assez fou. Donc les enfants qu'on a en face de nous, ils ne sont vraiment pas idiots. Lorsqu'on leur explique ce qui se passe ou certains des enjeux, ils sont capables de s'en saisir et d'essayer de faire un peu plus attention à l'autre. Et le vivre ensemble, c'est aussi ça en fait. Voilà. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Sur la notion du vivre ensemble, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est
tout ce qui a trait à la violence subie par les enfants. On le sait, en France, on est l'un des pays européens où les violences sont les plus présentes autour de l'éducation des enfants. J'aime pas parler des violences éducatives puisqu'il n'y a aucune violence qui l'est, mais voilà, c'est de ça que je veux parler puisqu'il y a notamment un chapitre dans ton livre où tu évoques la violence subie par certains de tes élèves au sein de leur foyer. Quel est, selon toi, ton rôle face à ces situations ? Je crois que c'est un rôle de protection, tant que je le peux, en tout cas. Souvent, les enfants nous disent des choses que parfois on peut répéter, et des choses que parfois on ne peut pas répéter, parce qu'on sait que ça les mettrait en danger. Voilà. Et je pense que notre rôle, c'est tout d'abord de croire les enfants. Parce que, et même lorsque parfois ça nous semble super extraordinaire, c'est un peu comme les mythes, il y a souvent une mini part de vérité. Et je l'ai déjà dit autre part, mais parfois les enfants, ils sont très malins et ils vont nous donner une bribe d'information en attendant de voir est-ce qu'on les croit ou pas, pour ensuite pouvoir nous livrer la vérité pleine. Donc c'est important dès la première fois en fait de leur donner ce bénéfice, de leur donner notre confiance et de leur faire comprendre qu'on les croit. Voilà. Et c'est la première étape parce que, encore une fois, oui, mon rôle à moi, et je crois que le rôle des enseignants et d'autres personnes, en réalité, on n'est pas les seuls qui sont concernés, c'est tous ceux qui recueillent quelque part la parole des enfants, c'est d'essayer de les protéger. Et le monde dans lequel on vit, le pays dans lequel on est, on a beau parler, hein, droit de l'enfant, droit de ce qu'on veut, on les protège pas. Donc ça, non, pas du tout même. Est-ce que tu trouves que c'est une trop grosse responsabilité à porter aujourd'hui en tant qu'enseignant ? Si l'école ne l'apporte pas, qui l'apportera ? Parce que l'école, finalement, c'est le lieu où se retrouvent plus de 95% des enfants de ce pays. À défaut, on est obligé d'avoir ce rôle-là. Ouais. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le choix. Ça vient avec le travail. C'est-à-dire qu'on a l'humain en face de nous, et en l'occurrence, ce sont des enfants. Des enfants qui viennent d'une société dans laquelle la violence est banalisée. Et oui, la violence sur les enfants est hyper banalisée. Donc en entrant dans ce métier, il ne faut pas être naïf. On va forcément rencontrer ces situations, on va forcément recueillir des secrets, et oui, on va forcément, et c'est pas rémunéré, mais on va avoir ce rôle-là, et il faut l'entendre. Si jamais on n'est pas au courant, peut-être qu'il ne faut pas faire ce métier. Et de la violence, tu dois même en voir au sein, malheureusement, des établissements scolaires par lesquels tu passes, hein, puisque on l'a vu, hein, notamment en cette rentrée scolaire 2024-2025, hein, que la violence pouvait encore se retrouver au sein des classes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà observé ? C'est quelque chose que j'ai déjà observé, oui. Et qu'est-ce que tu en fais, toi, de ça ? Je crois qu'au tout départ, c'est comme pour tout, on est dans un espèce d'état de sidération presque. Vous savez, parce que c'est facile de dire aux gens, voici ce qui s'est passé devant vous et vous n'avez rien fait. On peut tous le faire, après le recul. Ce qui se passe dans la réalité des faits, dans mon cas en tout cas, et ce que j'ai observé aussi pour bon nombre de collègues, c'est pas juste parce que certains peuvent avoir une phase de déni, mais avant ça, il y a la sidération. Style, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai vraiment vu. Et c'est un peu décourageant, c'est démoralisant de se dire pourquoi ça me tombe dessus. Genre là, moi, même si on sait ce qu'on est censé faire, parfois, on n'a pas tout de suite le courage de pouvoir le faire. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est clair. Bien sûr. Voilà. Et c'est là qu'il faut appréhender pour ensuite essayer d'en faire quelque chose. Lorsque ça arrive, que ce soit, allez, dans le cas le plus simple, on va dire une parole, par exemple, personnellement, je ne me prive pas d'en parler aux collègues. Voilà. Et si jamais c'est une suite de paroles, d'interrompre la scène qui est en train de se passer, parce que c'est aussi une manière de protéger l'enfant. On est des êtres humains, on évolue avec des enfants, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans ce cadre-là, on en oublie les problèmes ou les situations dans lesquelles on peut être. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que j'en veux aux collègues qui éventuellement auraient une parole qui dépasserait c'est pas à moi de juger. Moi, je sais juste que mon rôle, c'est d'essayer de protéger l'enfant. Ouais. Voilà. Et c'est la seule chose qui m'importe. Quitte après à en reparler avec lui et de revenir dessus pour que ça ne se reproduise pas. Parce qu'il y a ça aussi. La pire des choses, quelque part, c'est de ne rien dire ou de ne rien faire. Non, il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose. Voilà. Et rarement, j'ai vu des collègues se mettre dessus, j'ai envie de dire, se battre, physiquement en venir aux mains pour des situations comme ça. Non, on va pas se faire frapper. Par contre, le fait d'avoir arrêté la situation sera toujours bénéfique pour l'enfant et on pourra toujours, entre adultes,
en reparler pour que ça ne se reproduise pas. Ouais. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre du contrôle en se disant, j'imagine, pour la personne qui a commis ou dit ces choses-là, ah oui, j'ai dépassé les limites à tel point qu'on m'a vu. Parce que c'est pas anodin d'aller voir un collègue et de lui dire, oh, là ce que tu fais, c'est pas correct. Voilà, c'est très sollicitant et en même temps, c'est pour la personne qui prend la parole, eh bien, de se dire, tel collègue, il a osé quelque part rentrer dans mon intimité, dans mon espace en fait. J'étais en train d'intervenir avec un élève et il a osé rentrer dans ce cercle-là. C'est pas rien. Ouais. Donc voilà, c'est déjà un premier pas. Je pense qu'il faut juste pas hésiter parce que là, encore une fois, la mission première, c'est la protection de l'enfant. Même lorsque c'est pas évident, mais Ouais. ça fait partie du taf. métier. Ouais. Alors tu le sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain et je vais te poser maintenant ma dernière question, la question rituelle. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? C'est un vœu très pieux, mais je leur souhaite d'être meilleurs que nous. Ouais. Je leur souhaite d'être meilleurs que nous. Parce que ce monde leur appartient en fait. Et après eux, il y en aura d'autres. Et je leur souhaite d'être meilleurs que nous dans tout. Que ce soit la gestion de leurs émotions, que ce soit le partage des richesses, que ce soit le partage de l'espace, que ce soit la reconnaissance dans l'histoire. Tout, en fait. Je leur souhaite d'être vraiment meilleurs que nous. Et qu'on n'ait pas quelque part à faire comme certains de nos anciens à qui je ne jette pas la pierre, hein, mais à dire c'était mieux avant quand même. Non. Qu'on dise on a hâte de voir ce qu'il y aura demain, parce que franchement vous avez fait un super taf. Ouais. Je leur souhaite d'être meilleurs que nous. Merci pour tout. Je t'en prie Stéphanie, merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.